Bienvenue dans cette deuxième saison de Dans la roue. J'espère que vous avez profité de la pause estivale pour faire du vélo. J'en connais déjà quelques-uns qui ont sillonné la France et je ne manquerai pas bien sûr de les inviter dans un futur épisode. De mon côté, vous avez été très nombreux tout au long de l'été à m'envoyer des messages positifs. C'est toujours aussi encourageant, alors merci. Vraiment merci, surtout continuez. Merci également aux magazines et blogs qui ont sélectionné le podcast. C'est particulièrement encourageant, surtout à une époque où ceux-ci ne cessent de se professionnaliser. Pour cette saison 2, pas de gros changements pour l'instant. Je reste sur la même lignée, même si, je ne vous le cache pas, je vous prépare quelques petites nouveautés. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde avec mes invités, n'hésitez pas à m'en parler. Envoyez-moi un message, cela me sera très utile. En attendant, j'ouvre cette nouvelle saison avec un invité de marque. Un invité qui fait partie de ceux qui ont opéré grâce au vélo un changement de cap radical dans leur vie professionnelle. Comme vous allez l'entendre, François est un homme de rencontre et j'ai eu l'immense chance de croiser sa route à l'occasion de mon premier livre Vélo urbain. En l'espace de quelques années seulement, il a signé plusieurs ouvrages sur le cyclisme, dont notamment Miroir du Tour en 2018, paru chez Tana, de nombreux articles dans différents médias spécialisés comme le magazine 200 et Cycle, et il est aussi le créateur du Classic Challenge, bien connu des cyclistes parisiens. Retour donc sur son histoire atypique et passionnante. Je m'appelle Laurent Belando et aujourd'hui je vous invite dans la roue de François Paoletti. Bonjour François. Salut Laurent. Tu vas bien ? Écoute, ça va très bien. Ravi de commencer la semaine avec toi. Ah bah écoute, ravi que tu aies accepté mon invitation. On va commencer par la question rituelle, histoire de nous mettre en condition. Quelle est ton humeur musicale en ce moment, François ? Bon, écoute, j'ai un peu préparé la question parce que je sais que tu la poses à chaque invité. Et écoute, comme je crois qu'on va quand même parler un peu de vélo, c'est vrai qu'à chaque fois que j'associe musique et vélo, moi, il y a un morceau pour le coup, toujours le même qui me vient, c'est Enjoy the Ride de Manshiba. Donc c'est pas un truc tout récent, mais évidemment le titre dit bien ce qu'il veut dire. Et en fait, j'ai toujours, à chaque fois que j'écoute ce morceau, j'ai toujours un peu cette impression qu'il a été vraiment écrit pour décrire, je dirais, vraiment ce qu'on ressent quand on fait du vélo. Alors plutôt, pour moi, ça m'évoque plutôt des sorties un peu longues, notamment ces moments notamment la nuit où on se retrouve un peu face à soi-même sur un vélo dans la nature, donc un truc très très chargé en termes de sensations, en termes de trip en fait, avec des choses assez planantes et assez fortes. Et pour celles et ceux qui écouteront le morceau, c'est vrai que même au niveau des textes, c'est vraiment c'est vraiment une poésie qui s'applique parfaitement au vélo. C'est quelque chose que tu fais toi, écouter de la musique sur le vélo ? En fait, pas du tout. J'écoute des choses sur le vélo, notamment quand ça m'arrive de faire de la distance et de la faire seule, notamment pour un certain nombre de projets, je me suis retrouvé à un peu enchaîner les longues journées de vélo, du coup avec des moments où on a un peu besoin de se distraire, et je suis plutôt à écouter des podcasts moi. Donc podcasts, écouter des trucs sur des sujets vraiment vraiment divers, mais pas trop de musique, donc plutôt des histoires, plutôt des trucs plutôt un peu plus un truc un peu intello, c'est plutôt ça que je fais. Shut the gates at sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. Oh, the road is long, the story
connaissent pas encore, parce que bon, malgré tout, tu es assez connu dans l'univers du cyclisme. Qui es-tu exactement, François Paoliti? Je sais pas comment je dois interpréter pour prendre ça. Écoute, je suis quelqu'un qui a fait pas mal de choses ces dernières années et j'ai toujours un peu de mal en fait à me résumer moi-même en une phrase. Écoute, j'essaye de. Alors si, j'ai piqué récemment un truc à un copain qui s'appelle Claude Broussan, qui est un grand journaliste et auteur de pas mal de bouquins. En fait, j'ai vu quelque part, je crois que je l'ai cité sur son LinkedIn, qui me définissait comme metteur en selle. Et écoute, sans vergogne, je lui ai un peu piqué le truc et c'est vrai que je m'aperçois que de plus en plus je me définis un peu comme ça, metteur en selle. Donc écoute, j'ai développé ces dernières années différentes activités dans le vélo qui en fait ont un peu tout ce fil rouge qui est d'essayer à la fois moi de faire du vélo et puis de développer des projets qui donnent envie aux gens d'en faire et d'en faire ensemble et d'en faire avec moi. Voilà, donc écoute, j'ai fondé un événement, ou plutôt une série d'événements qui s'appelle le Classic Challenge, dont les gens ont peut-être entendu parler. J'ai commis quelques bouquins ces dernières années sur le vélo. Ça m'arrive de temps en temps qu'un magazine me demande une contribution, une pige, ce à quoi je réponds volontiers. Et voilà. Et voilà, pas mal de choses qui ont été faites et puis pas mal de projets et d'envies pour la suite. Alors on va revenir bien sûr sur tout ça un peu plus tard dans l'interview. Tu as pas toujours fait, en tout cas tu as pas toujours travaillé dans le milieu du vélo et pourtant tu es vraiment passionné par le vélo. On peut le voir en ouvrant tes livres. Qu'est-ce qui t'a amené au vélo comme ça? Alors c'est un peu longue histoire. Ouais, j'ai un peu abordé au travers de livres. Écoute, moi je fais partie de ces gens qui ont découvert ou redécouvert surtout le vélo à passer la quarantaine. Donc, j'ai fait pas mal de choses professionnellement dans ma vie, complètement dans des domaines complètement différents du vélo. Et puis passer 40 ans, en fait, j'ai toujours fait du sport, mais passer 40 ans, j'ai eu envie de monter sur un vélo et de traverser la France. Bon, c'est une espèce d'envie, une petite crise de la quarantaine qui est passée par le vélo et qui s'est traduite par cette envie assez précise de partir de Paris et puis de descendre dans le sud de la France, où j'ai une partie de mes origines. Et en fait, a posteriori, je me suis rendu compte que ça correspondait à une espèce de fantasme que j'avais eu quand j'étais vraiment gamin et qu'on partait en vacances en fait en famille, en voiture, et qu'on traversait la France pour justement descendre dans le Midi. Et je me suis souvenu assez précisément que sur le siège arrière de la bagnole, j'avais ce truc qui m'avait traversé l'esprit de me dire que c'était ce voyage-là, ça aurait été en tout cas un truc assez dingue de pouvoir le faire à vélo. Donc il y avait une espèce d'envie qui venait de très très loin, que j'ai réalisé. Et puis de fil en aiguille, donc je me suis pris au plaisir de faire du vélo. J'ai eu envie de faire de faire un premier livre autour d'un projet dont on va peut-être parler, mais qui a consisté à revisiter les grandes courses classiques de la compétition cycliste, les grandes classiques, donc Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Milan-San Remo, etc. Et puis le truc a continué. En fait, la route a continué. J'ai rencontré des gens, de plus en plus de gens avec qui
j'ai nourri et partagé ce plaisir de faire du vélo et cette envie de faire des choses. Je dirais depuis, ça n'a été qu'une succession de moments à vélo et puis de rencontres avec des gens très divers. Sur le vélo, moi j'ai commencé à découvrir des nouvelles pratiques. J'ai participé à des événements comme ceux par exemple qu'organise Chilkoot, lui croyez, la Born to Ride, qui a été comme pour beaucoup de gens un peu une révélation de ce que procure le vélo quand on allonge un peu les distances. Et puis du coup ça a été une série vraiment de rencontres humaines, de rencontres professionnelles avec quelques opportunités qui se sont créées, de faire des livres, de penser en tout cas des projets. Alors tous ne se sont pas faits, mais avec beaucoup en tout cas d'envie et de stimulation en termes de créativité, et puis l'envie surtout d'en faire un peu ma vie et d'essayer de trouver un modèle économique en tout cas personnel, d'avoir en tout cas un certain nombre d'activités qui me permettent de subvenir à mes besoins tout en assouvissant des envies, et puis tout ça évidemment dans le plaisir et dans le partage. Du coup, on va revenir si ça te dérange pas sur ce premier voyage, parce que ça m'interpelle. Comme le thème de ce podcast, c'est vrai que c'est avant tout le voyage à vélo et l'aventure à vélo. Du coup, comment tu avais organisé ça? Est-ce que tu es parti avec des sacoches, ou comment tu as organisé ça et comment ça s'est passé? Combien de temps tu as mis et quelle expérience tu en as retiré? Écoute, oui, je suis parti. Alors du coup, je suis parti avec des sacoches, donc en cyclotourisme. Du coup, j'avais acheté un vélo vraiment pour l'occasion. Enfin, on m'a offert d'ailleurs un vélo pour l'occasion. Je l'ai pas acheté, c'était ma chérie qui a mobilisé un peu les copains, et donc ils m'ont offert un vélo qui était on va dire un vélo un peu de voyage, plus orienté un peu VTC, ce genre de vélo. Ouais, j'ai mis des sacoches, donc mes premières sacoches Ortlieb, que j'ai toujours et que j'adore sortir de temps en temps. J'ai pris des conseils, notamment auprès de quelqu'un qui est un peu connu. Alors comme je lui dois tous ses conseils, je vais le citer, c'est Yann Gobert, qui est un trailer que les Parisiens connaissent bien, et qui fait beaucoup de vélo, beaucoup de gravel aujourd'hui. Donc Yann, il m'a filé deux trois conseils, il m'a prêté une tente à l'époque. Écoute, et je suis parti. Écoute, je suis descendu en 6 ou 7 jours à l'époque, donc avec des journées de 150 km, qui me paraissaient, on va dire 130, 150 km. Alors avec un vélo un peu chargé, mais ça me paraissait pas mal déjà à l'époque. J'ai expérimenté, j'ai redécouvert ce que j'avais pas fait depuis des décennies, c'est-à-dire le fait de camper, donc d'arriver quelque part, de planter ma tente et de repartir le lendemain matin, de faire ma popote et de repartir le lendemain matin aux aurores. Et écoute, j'ai adoré. J'ai adoré cette semaine sur le vélo, à réaliser ce fantasme que j'avais eu, et puis déjà à expérimenter tout ce que ce genre de moment nous apporte, de beauté des paysages, de satisfaction dans l'effort, de quelques rencontres à la fois en route et puis à l'étape. Voilà ce qui fait l'essence du voyage à vélo. Et j'avais embarqué 2-3 petits bouquins dans mes sacoches d'auteurs qui écrivent sur le vélo. Donc je me suis nourri pendant le voyage, et puis j'avais tenu un petit journal. En tout cas, le soir avant de m'endormir, j'avais commencé à écrire quelques textes, en tout cas un texte par jour, qui en tout cas m'a encouragé, et surtout m'a un peu révélé le fait que pour moi ce genre de trip, en tout cas
était en tout cas était assez lié aussi à l'envie à l'envie d'écrire et à l'envie de partager. Tu avais tracé ton itinéraire à l'avance ou tu t'es laissé porter par la route? Je l'avais tracé à l'avance. Alors c'était avant les applis, c'était avant Strava, avant Komoot, avant les applis actuelles. Enfin c'était une appli. Il y avait une appli allemande qui s'appelait Bike Map, je crois à l'époque, qui était alors du coup qui permettait de tracer. Sachant que il y avait pas le couplage en tout cas avec le téléphone, donc ni avec j'avais pas de GPS. Je pense pas que la navigation sur GPS existait, donc j'avais édité des espèces j'avais imprimé des cartes papier, donc j'avais tout un petit bottin de cartes papier, et bon, ça c'était aussi marrant, c'était une des satisfactions tout au fil du voyage de m'alléger de toutes les cartes que j'avais déjà parcourues. Donc c'était un peu c'est marrant parce que du coup alors ça remonte à 6 ou 7 ans, ce voyage, mais c'est déjà, enfin, sur ce plan-là, c'est déjà un peu une éternité en termes d'outils de navigation. Et tu regrettes pas de t'en être débarrassé, justement, de pas avoir gardé ce ouais, petit... C'était un peu pourri, hein. Franchement, le design était quand même un peu brut de chez brut. Ça avait pas trop de valeur esthétique, hein. Bon, j'ai ça du coup, tu vois, le souvenir est présent. Et de ces petits carnets, tu en as fait quelque chose? Est-ce que ça a participé à l'écriture de tes livres ou peut-être c'est un projet que tu as dans le coin de ta tête ou... Non, écoute, ouais, j'ai fait un petit, tu sais, un petit, comme on peut le faire sur Internet, j'avais fait un petit book, un truc en édition, en auto-édition. Donc j'avais sorti, je sais pas, entre 5-6 exemplaires. Je m'étais commandé avec un peu de texte photo, parce que du coup j'avais fait quand même quelques photos pendant le voyage, et écoute, j'en ai un moi, du coup à la maison. J'ai dû le filer aux proches. J'en ai filé quelques-uns aux proches. Je pense qu'il y a des copains qui avaient suivi. Alors du coup il y avait quand même les réseaux sociaux, ils étaient quand même déjà actifs, donc je publiais ça quand même le soir. C'est vrai que les copains ont suivi, donc c'est vrai que je sais pas la valeur. Enfin, c'est vrai que ça a pas beaucoup de valeur, hein, c'est très 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 court, etc. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça m'a procuré beaucoup de plaisir et ça m'a encouragé. Ça m'a en tout cas donné envie de poursuivre et peut-être d'allonger un peu les parcours et puis les textes aussi. Donc à ton retour, effectivement, tu as commencé par les livres, par le journalisme ou J'ai commencé par un bouquin, en fait. J'ai commencé par un bouquin qui s'appelle Eddy, qui m'a conduit en fait sur les routes de toutes les grandes classiques de la compétition cycliste. Donc ces grandes courses qu'on appelle les classiques d'un jour, Milan-San Remo, Tour de Lombardie, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, Paris-Tours, etc. Et en fait, du coup, je vais être un peu bavard, mais c'est en rentrant de vacances à vélo avec ma chérie en Italie, je suis tombé en fait sur un auteur qui parle beaucoup de vélo, qui s'appelle Bernard Chambaz, qui a pas mal écrit qui fait beaucoup de vélo et qui a fait des bouquins sur ses voyages à vélo. Et je l'ai rencontré en fait, je suis tombé sur lui vraiment par hasard à la fête de l'UMA. On s'est mis à discuter, et nous on rentrait vraiment d'un voyage cyclotouriste en Italie. On a parlé d'Italie et on a parlé de Milan-San Remo. Donc on en est arrivé à parler de cette course donc je savais que lui
avait un attachement particulier à cette course-là, qu'il avait roulé le parcours lui-même plusieurs fois. Et en fait, c'est à partir de cette discussion-là que je me suis un peu questionné sur justement ce patrimoine des classiques, en me disant que c'était un vrai patrimoine, qu'il y avait assez peu de choses qui avaient été faites en termes de livres et de récits autour de ces courses-là. Il y avait évidemment plein de choses qui avaient été écrites sur le Tour de France, énormément. Je pense que ça se compte par milliers. Par contre, sur les classiques, il y avait pas forcément tant de choses que ça, et qu'il y avait en tout cas peut-être le moyen d'imaginer un projet qui combine le fait de rouler ces parcours, donc d'aller sur place et de les rouler dans les conditions qui consistent à les rouler en intégralité, et puis à en tirer un récit. Donc je savais pas au départ très bien comment j'allais m'y prendre, et puis de fil en aiguille. Alors du coup, c'est un projet qui s'est étalé sur une saison, donc en gros une année, parce que les parcours je les ai fait les uns à la suite des autres. Et puis l'idée du livre, elle s'est construite un peu en cheminant aussi. Et c'est vrai que c'est un peu ce premier projet qui m'a mis le pied à l'étrier je dirais un peu à tous les niveaux, au niveau de me dire que c'est vrai que j'étais capable de rouler des parcours de un peu plus de 200 km, entre 200 et 300 km. Donc c'est vrai que ça donne des perspectives en tant que cycliste, de se dire qu'on peut aller assez loin en fait sur le vélo. Et puis après, sur le plan sur un plan un petit peu plus professionnel, ça du coup un bouquin en a entraîné d'autres, et puis des rencontres, comme je te le disais tout à l'heure, avec plein de gens. Et puis il y avait une espèce de truc qui était lancé. Je crois que d'ailleurs que on s'est rencontrés quasiment tous les deux à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là. Toi tu sortais ton vélo urbain. C'était au lancement de Vélo Urbain que je t'ai rencontré pour la première fois. Ouais, exactement. Et donc ces classiques, tu les parcourais en conditions de course, c'est-à-dire tu les faisais vraiment sur une journée, quoi. Oui, alors il y avait un vrai parti pris d'engagement en fait, donc consistant à les rouler en intégralité. Après c'est pas du tout des conditions de course évidemment, parce que je les parcourais pas du tout sur un rythme de course. Oui, j'imagine que tu avais une assistance et vous faisiez les photos. Alors j'avais une assistance, pas sur tout, parce que du coup c'est un projet qui s'est fait au départ un peu à la débrouille, mais j'ai un photographe qui m'a rejoint un peu alors que le projet était lancé, que j'avais déjà fait trois classiques. Et c'est vrai que du coup c'est Rome avec qui on a fait un autre livre ensuite. C'est vrai que du coup Rome était en voiture, lui faisait les photos, donc c'est vrai que du coup ça faisait une forme d'assistance, parce que j'avais quand même la possibilité de laisser des affaires dans la voiture. Mais après c'est vrai qu'il y avait quand même un parti pris assez réaliste, donc qui consistait en fait à partir du point de départ à aller jusqu'au bout, et lui faisait son travail de photo vraiment au fil de la route, un peu, et moi je faisais ma route sans trop sans me préoccuper de lui. Donc on était vraiment, on avait une espèce des démarches assez indépendantes, mais parce qu'il y avait cette volonté que moi je sois quand même tout seul, pour laisser aussi le cerveau travailler, que ça soit qu'il n'y ait pas trop d'assistance pour Oui, parce que souvent en photo de vélo il y a de la mise en scène, on te demande de refaire plusieurs fois le même virage ou la même montée. Là c'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. Alors c'est vrai qu'au fil de si on veut être un peu franc, c'est vrai qu'au fil du projet et puis après au fil des bouquins, c'est vrai qu'après on intègre d'une manière ou d'une autre quand même les contraintes du photographe, et c'est vrai que quand on arrive et qu'on sait quand on se rend compte on aperçoit la voiture et qu'on sait qu'il doit être quelque part planqué pour shooter, c'est vrai je pense que du coup on intègre ça, et on fait un petit peu gaffe à la façon dont on va se positionner sur la route, un peu la façon dont on va se tenir sur le vélo.
Mais c'est vrai qu'au tout ça s'est fait au fil du temps, hein, mais au départ, moi j'étais complètement novice dans tout ça, et c'était une chouette expérience. Et ça fait quoi de se retrouver comme ça, un petit peu forcé quelque part? J'imagine que c'est quelque chose que tu avais pas anticipé, de se retrouver sur les photos, un petit peu en star de ces photos, alors que toi tu étais là pour écrire ton livre. Eh ben, écoute, parce que t'as même fait une couve, je crois que c'était une couve de cycliste ou de 200. Ouais, j'ai fait une couve de 200, j'ai fait une couve d'un magazine suisse qui est notamment à la fois le éditeur d'un magazine qui s'appelle SIC, qui a été l'éditeur de ce livre aussi. Et écoute, je pense que ça a satisfait, je vais être très franc avec toi, hein, je pense que ça a satisfait une espèce d'ego trip, donc j'étais sur le moment assez je pense très un peu fier et assez content, et puis du coup ça a quand même participé à me donner de la visibilité, à m'ouvrir des opportunités, donc je vais pas du tout cracher dans la soupe. Il se trouve quand même que j'en suis, je pense, un peu revenu, et notamment si je pense au livre, on a refait un livre avec Rome qui s'appelle Miroir du Tour, qui reprenait un peu le même principe, mais cette fois-ci sur des étapes un peu mythiques et légendaires du Tour de France, donc que j'ai roulé et qui ont alimenté un récit, un récit un peu du même ordre, c'est-à-dire mêlant à la fois la grande histoire, l'histoire du Tour de France, des grands champions qui étaient concernés par les étapes en question, et puis un peu ma petite histoire lors de ces étapes, et puis avec un récit un peu mêlé. Mais c'est vrai que pour ce bouquin-là, on a vraiment travaillé avec Rome pour notamment au niveau des images, pour que le cycliste soit pas trop du tout, soit beaucoup moins présent que sur le premier livre. L'idée était que le sujet c'était beaucoup plus les étapes, que en tout cas il y avait j'ai eu envie que les photos vraiment mettent en valeur les paysages incroyables que j'ai traversés, et que le cycliste soit vraiment ramené à un élément du paysage, mais soit beaucoup moins au centre et beaucoup moins mis en avant. Et c'est vrai que c'est une posture beaucoup plus modeste, et c'est vrai qu'au final elle me va mieux. Parce que ce que tu n'as pas dit, c'est vrai que finalement ça se ressent, alors aussi bien par rapport à ce que tu viens de dire, mais même par rapport au sujet de tes livres, c'est vrai que le premier c'était finalement certes un livre sur les classiques, mais par le prisme d'un personnage. Ça tu nous en as pas parlé. C'était le personnage d'Eddy Merckx. Ouais, alors là du coup là on va vraiment rentrer dans l'histoire de ce livre-là. C'est que le sujet du livre, il est venu de cette rencontre avec l'écrivain Bernard Chambas dont je parlais. De là est née cette idée de faire quelque chose sur les classiques, et puis du coup je me suis mis un peu au travail en essayant de trouver par quel biais prendre la chose. Et en travaillant sur l'histoire des classiques, il y a un nom qui est ressorti évidemment très 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 fort, c'est le nom d'Eddy Merckx, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, est un coureur belge de la fin des années 60, surtout des années 70, qui fait partie des coureurs qui ont gagné quelques coureurs qui ont gagné 5 fois le Tour de France, et dont une partie des gens qui suivent la compétition cycliste pensent que c'est le plus grand, en tout cas l'un des plus grands cyclistes de tous les temps. Et il se trouve que donc c'était une époque où les coureurs couraient à la fois les grands tours, mais aussi les classiques, donc des coureurs très très polyvalents. Et Eddy Merckx, quand on regarde le palmarès des classiques, c'est le coureur qui en a le plus gagné. Voilà, donc je dirais qu'une fois sur deux, quand il était au départ, il les gagnait. Et en fait, il se trouve que Eddy Merckx, ça représentait quelque chose pour moi, parce que moi étant né en 68, c'est vrai que mes premiers souvenirs
les premiers échos de cyclisme et de course cycliste, forcément renvoyait à Eddy Merckx, puisque au début des années 70, c'était vraiment Merckx la figure du champion cycliste absolu. Donc du coup, des classiques, je suis arrivé à Merckx, et puis de Merckx, je suis revenu à moi en fait, et à un certain nombre de souvenirs personnels. Et je suis même revenu à Bernard Chambaz, avec qui j'avais eu cette discussion, parce que Bernard Chambaz il a écrit quelque part que c'est à peu près au même âge qu'on apprend à lire, à écrire et à faire du vélo. Et à ce moment-là, quand on est en train de réfléchir sur un projet d'écriture d'un livre qui parle de vélo, il y avait quelque chose là qui était une espèce de boucle de roue qui était complète, et donc du coup le livre a consisté en fait en une espèce de mise en scène, de mise en situation où un coureur amateur, un cycliste lambda totalement comme on est tous les week-ends sur les routes, s'est mis à jouer à se prendre en fait pour Eddy Merckx, à la manière un peu des gosses qui se prennent pour les figures de champions un peu connues dans leur sport, et en l'occurrence c'est vrai que dans ma génération, quand on était môme, quand on montait sur un vélo, on se prenait pas pour Poulidor, on se prenait pour Merckx, et donc le bouquin raconte ça en fait, raconte l'histoire d'un cycliste qui part sur ces routes-là, et qui part en fait un peu à la rencontre ou à la poursuite d'un espèce de fantôme qui était Eddy Merckx. Donc le récit, il entremêle ces figures, la figure du cycliste ordinaire, la figure du champion, et puis des souvenirs personnels, et puis aussi un peu la grande histoire du vélo. 300 mètres pour Merckx qui fonce les coudes écartés, qui est en train de donner une leçon à tous les coureurs qui ne savent pas prendre de risques. Bravo Merckx! Bravo Merckx! Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que pendant les 100 km où j'ai suivi, mais où tout le moins je précédais Merckx, où j'étais devant lui dans ma voiture, debout, je ne pouvais pas m'empêcher de crier bravo Merckx! Allez Eddy, allez Merckx, je l'ai prononcé 1000 fois, 2000 fois, je vais faire quelque chose de fantastique, et je suis content d'avoir fait crier sur l'antenne bravo Merckx, c'est un seigneur! Son palmarès est unique, et sa classe c'est peut-être aussi, jamais peut-être l'on a connu un champion d'une telle qualité. En fait, c'est un peu la variante cycliste du planter un arbre, écrire un livre et fonder une famille, finalement. Écoute, je sais pas. Du coup, je m'étais. Ce serait faire du vélo, écrire un livre et fonder une famille. Du coup, c'est une phrase. Alors du coup, j'ai l'impression de l'avoir répété tant de fois que ça me devient peut-être un peu ridicule, mais c'est vrai que le vélo est un des sports qui a le plus produit de livres et de littérature. C'est pas anodin. Il y a quelque chose qui a vraiment partillé entre ce sport et les livres. C'est vrai qu'en proportion, le foot qui est beaucoup plus populaire, qui est encore plus populaire aujourd'hui que le vélo. Si on prend dans l'histoire du foot, c'est vrai que je sais pas, le rapport de nombre de livres qui ont été écrits sur le foot, on va dire de livres, je parle pas d'albums ou de photos, mais je sais pas, ça doit être de 1 à 100 le rapport. C'est vrai que le vélo a inspiré plein de grands écrivains, et puis de moins grands écrivains, mais il y a quelque chose qui est il y a une relation qui est à la fois historique et assez naturelle. Et du coup, effectivement, alors tu as eu toi, tu as quand même écrit, alors si je me trompe pas, 3 livres sur le vélo, parce que c'est parce que ce premier livre a eu un certain succès. Il y a eu ce qu'on appelle un succès
un succès d'estime, non? Que tu t'es lancé dans les autres livres ou tu avais déjà en tête d'écrire? Donc ensuite, je crois il y a eu Monument du cyclisme peut-être un an après. Enfin, t'en as écrit un tous les ans quasiment. Et puis Miroir du Tour dont tu nous as parlé. Ouais, c'est ça. Du coup c'est pas à toi que je vais, enfin c'est pas toi que je vais étonner en disant ça, mais c'est vrai qu'on y prend goût, qu'il y a un vrai plaisir à faire des bouquins. C'est surtout le principal moteur, hein, le plaisir de le faire, parce que c'est quand même beaucoup de boulot et en tout cas à mon niveau, je dirais que c'est pas les retombées financières du livre qui sont la première motivation. Non. Je suis content de l'entendre là. Écoute, et puis je vais te faire rire une deuxième fois parce qu'en fait le deuxième bouquin, il s'est fait. Le deuxième bouquin, on a partagé la même éditrice, sans le savoir à ce moment-là. Mais il se trouve que Marie, à qui je fais coucou, je l'ai rencontrée lors d'un vernissage, lors du lancement d'un livre sur le vélo d'ailleurs qu'elle éditait. Et puis, comme je l'ai trouvé sympa et qu'elle m'a trouvé sympa, en fait, lors de ce vernissage, je lui ai fait tout un numéro en lui disant qu'il fallait absolument qu'on fasse un autre livre sur les classiques, etc. Et ça s'est traduit par un projet complètement dingue qui a été absolument génial à faire et complètement débile parce que épuisant, parce que complètement chronophage et tout ce qu'on veut. Mais c'est un bouquin qui s'appelle Monument du cyclisme, qui raconte l'histoire des classiques, donc des mêmes courses, mais d'un point de vue un peu plus fouillé, un peu plus je dirais un peu plus analytique, avec l'histoire de ces courses, les grandes figures, les parcours avec des parcours accessibles aux lecteurs pour pouvoir les refaire, etc. Mais ce qui a été génial, c'est que ce bouquin, on l'a fait, donc je l'ai fait avec des copains. Donc j'ai monté une équipe de production pour le faire. Donc avec des gens pour être sur des images, parce qu'on est allé pour être sur des images. On a écrit les textes à deux avec Foucault Duchange et puis Joran Hoops aux photos et Mathieu Lipschitz qui a fait toute la direction artistique. Et en fait, on est donc cette petite équipe, on est parti faire le bouquin ensemble dans un grand camping-car. Et on s'est baladé entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne. Donc on est allé vraiment sur les parcours de ces courses-là. Et on a fait toute une production photo et puis après d'écriture. Donc c'est un bouquin qui, sur le plan de la production, est complètement absurde, avec des coûts totalement exorbitants au regard de ce que ça rapporte. Mais par contre, humainement, ça a été assez génial parce qu'on a voyagé donc dans ce camping-car pour aller sur les parcours. On a fait du vélo, on a rencontré des gens, on a dormi sur les lieux les plus mythiques du vélo. On a passé par exemple une nuit en haut du Poggio de San Remo. Donc des souvenirs assez incroyables. Donc j'aurais bien aimé faire partir de ce camping-car des monuments du cyclisme. Ça a dû être une belle aventure. Ouais, ça aurait mérité. Alors on n'avait pas les moyens, mais ça aurait mérité un petit making of, d'avoir un petit film. On avait déjà beaucoup trop de choses à faire, mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas là pour garder quelques souvenirs supplémentaires parce que c'était assez Vous l'avez bouclé en combien de temps ce livre? Alors, ça a été complètement débile, hein. On a fait ça on est parti on a fait ça, je crois, si je me souviens bien, en 3 séries, trois séquences. Une première où on a fait Belgique, Pays-Bas, où on a dû faire ça en 5-6 jours, Belgique, Pays-Bas, 4-5 jours en Italie. On est passé à Saint-Sébastien, donc en Espagne. Donc de l'Italie, on est allé en Espagne pour retraiter la Classica Saint-Sébastien. On est rentré. On a fait ça en 15 jours cumulés, mais avec pour le coup un bilan carbone pas terrible parce que du coup on a quand même travaillé le camping-car dans toute l'Europe et
et un bilan fatigue délirant, quoi. On est rentré sain et sauf, c'est déjà pas mal, mais voilà. Bon, bah, dis-toi quand même que la chance que tu as, toi, c'est que tu ne fais que les textes. Oui. Mais alors, du coup, enfin, là, sur ce projet-là, j'ai fait les textes et j'ai fait un peu la prod. Et c'était, et voilà. Et du coup, à l'échelle de ce genre de projet, tu vas faire tu fais les textes, tu vas faire les courses, et j'ai conduit le camping-car, surtout, si je me suis tapé 4000 bornes, parce que sur la petite équipe qu'on était, je crois qu'on était 2 à avoir le permis. Donc voilà, donc j'en ai voilà la conduite du camping-car, ça reste pour le coup très très présent dans mon souvenir. Mais du coup, tu es devenu grâce à ces livres quand même une référence dans tout ce qui est sujet qui concerne les classiques et puis plus largement le cyclisme professionnel et le Tour de France. Comment tu étais passionné avant de te lancer dans cette aventure-là? Comment ça s'est passé parce que finalement pour devenir comme ça. Alors une référence, c'est gentil, et je me prétends pas être une référence, mais c'est pas de la fausse modestie, c'est que j'ai une culture qui est très supérieure à beaucoup de gens, mais qui est en même temps très 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 inférieure aux vrais spécialistes. Donc je suis pas du tout un spécialiste. Donc quand j'aborde un sujet, j'ai pas mal besoin de travailler, donc de bosser notamment sur des archives, etc. Parce que ma culture, elle a vraiment pas mal de limites. Il se trouve que en tout cas, il y a des gens qui ont considéré qu'il y avait peut-être une façon un peu différente de prendre les choses, et en tout cas, si je dois définir un peu ce qui me guide, c'est de tirer des fils, en fait, de construire un peu des passerelles entre les initiés, en fait, entre vraiment une espèce de monde un peu fermé qui est celui du sport, en tout cas du cyclisme professionnel un peu historique, vraiment des vrais spécialistes, et puis le grand public, en fait, et notamment un public peut-être un peu, je dirais, de cyclistes jeunes, et qui n'ont pas forcément eux ce fond de culture là, et qui pour certains en fait s'intéressaient ou s'intéressent pas forcément beaucoup notamment à ce patrimoine, à l'histoire, etc. J'ai une anecdote, quand j'ai lors d'une signature en tout cas d'Eddie, du premier bouquin, d'un jeune, par rapport à moi, qui est venu me voir en me remerciant et en me disant que c'est la première fois qu'il achetait un bouquin sur le vélo et sur l'histoire du vélo. Donc bon, je pense que tu connais ça aussi. C'est le genre d'anecdote qui, ça a beau n'avoir comme, c'est une personne, mais tu te dis, voilà, pour cette personne-là, ne serait-ce que pour cette personne-là, il y a du coup, il y a un truc un peu utile, ou en tout cas, il y a un truc, moi, qui me fait plaisir. En tout cas, voilà. Donc donc moi, ma posture par rapport à cette histoire-là, c'est déjà de la revisiter le plus possible, moi, à vélo. C'est vrai que par rapport à pas mal de projets ou de bouquins, de journalistes ou d'historiens du vélo, qui ont plutôt un regard un peu plus distancié, et puis surtout qui est un regard qui a un regard depuis soit depuis leur bureau, soit depuis une bagnole, mais c'est vrai que il y a ce parti pris qui est d'expérimenter, de ressentir cette histoire à travers les parcours, et de le faire à vélo, et puis après d'essayer quand même d'assumer, en tout cas, le fait d'avoir un point de vue d'un cycliste ordinaire, quoi. Et moi, je suis pas très axé sur la performance, je suis pas axé du tout moi-même sur la performance, et donc si ce n'est d'être capable de faire ces parcours, bon, je me dis que c'est déjà pas mal, mais je veux pas prétendre je veux pas prétendre à un point de vue de spécialiste, en tout cas, ni de l'histoire, ni de la performance, etc. Donc c'est une façon, en tout cas, de l'aborder,
d'une manière un peu plus slow, quoi, un peu plus sur le plaisir. Il y a de l'engagement sportif, mais il y a surtout beaucoup de plaisir et le fait de pouvoir quand même lever le nez et regarder les paysages. Et puis c'est vrai que par rapport à la course, nous on est tout seul. Enfin, moi je suis comme tous les cyclos. Les cyclos qui vont se faire l'école un peu hors saison, pas au mois d'août, etc. C'est vrai que quand on se retrouve tout seul dans ces paysages-là, ça procure, c'est vrai que ça procure des sensations assez fortes. Est-ce que pour toi c'est une forme de voyage de faire ces cols cyclosportifs? Ah oui, clairement, ouais, clairement. Oui, quand tu fais 250, surtout. En l'occurrence, que ça soit les classiques ou que ça soit les grandes étapes du Tour, c'est pas des boucles, donc tu pars d'un point A, tu vas à un point B, tu t'es fait 250, 200, entre 200 et 300 kilomètres, tu as un paysage qui a changé, t'as changé de département, t'as changé de région, tu découvres des coins aussi dans certains cas où t'as jamais mis les roues, donc ouais, il y a quand même des points communs. Enfin, il y a une dimension de voyage. Pour moi, oui, c'est assez clair. Et du coup, avant qu'on parle de ton Classic Challenge, je ne résiste pas à l'envie de te poser la question. Tu as des idées t'as des projets de livres en cours? Parce que là, on voit le dernier 2018. Ouais. Alors, il se passe quoi? Il y a eu un petit trou depuis. Alors déjà j'en ai un en cours, mais voilà, j'en ai un en cours, mais qui va être dont la sortie est reportée du fait de ce qu'on vient de vivre, du Covid, de la crise sanitaire, etc. Donc avec l'éditeur, donc c'est un bouquin qui va sortir chez Solar, et donc on va le reporter à 2021 parce que le sujet dont je reparlerai plus tard, mais voilà, le contexte est quand même pas hyper propice. Donc ça c'est voilà, donc il y en a un en cours. Après pour être encore très franc avec toi, je dirais depuis Miroir du Tour, j'ai consacré pas mal, pour une partie de mon énergie au Classic Challenge dont tu viens de dire qu'on va parler. Donc après c'est aussi à l'échelle d'un individu, c'est aussi après des moments aussi où tu dois faire des priorités et puis allouer un peu ton temps et ton énergie à certaines choses plutôt qu'à d'autres. Donc voilà, je me suis pas fixé le fait de me dire un bouquin par an de façon obligatoire. Donc là il y a eu un petit peu plus de délai. Il y en aura un peu plus. Il y en aura un supplémentaire du fait que le prochain est reporté. Et puis il y en aura d'autres. Voilà, il y en aura d'autres ensuite. Hein. Ça c'est quand même une certitude. J'ai Rome le photographe qui me harcèle à peu près tous les 3-4 mois. Je lui fais coucou Rome, un bisou en me disant quand est-ce qu'on fait le prochain. Voilà. Mais voilà, il y a des moments où je dois aussi faire un peu des arbitrages en termes de priorité. Depuis 17 ans, Paris-Brest et retour, la course cycliste la plus fantastique qui soit n'avait pas été disputée. Le départ est donné à 48 coureurs qui vont tenter une nouvelle fois l'aventure. Le vétéran Benoît Faure, âgé de 49 ans, déclenche dès le début les hostilités et s'échappe tout seul. Sur le chemin du retour, les leaders croisent les retardataires. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de Paris, la lutte s'intensifie. 5 hommes sont encore ensemble à Mortagne. Mais le Belge Hendrix gagne de peu au sprint devant Neuville au Parc des Princes, couvrant les 1182 km de la gigantesque randonnée à la moyenne de 28 km 405. Écoute, c'est la transition parfaite pour que tu nous parles un petit peu un petit peu plus de ce Classic Challenge et peut-être un peu aussi après du Grand Tour Paris. Peut-être tu pourras nous en donner un mot. Alors tu es depuis organisateur du Classic Challenge, donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a donné l'envie, alors que tu étais dans l'écriture de ces livres, de lancer dans l'aventure de l'organisation d'événements ou
je crois que Classic Challenge, c'est plus de 4000 membres, il me semble. Enfin, 6000. C'est 6343 ce matin. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ça? Alors, parle-nous un petit peu de ce que c'est et comment ça se passe. Alors, peut-être un peu la genèse. Donc la genèse, en fait, il y a un fil, hein, il y a une continuité avec l'histoire du vélo et voilà les sujets dont on parlait juste avant. En fait, je suis tombé un jour sur un article dans le magazine Cycle, hein, que j'ai déjà cité, d'un historien du vélo qui s'appelle Jean Dury et qui racontait l'histoire du vélo à Paris, en fait, et des courses, en gros l'histoire des courses de vélo, à Paris. Et comme je te le disais, moi, voilà, il y a plein de choses que je découvre tout le temps. Et cette histoire-là, je l'ai trouvée assez saisissante parce que du coup j'ai découvert, j'ai appris que le vélo, que les courses de vélo étaient nées à Paris. La première course de vélo Paris-Rouen du coup était partie de Paris et que de mémoire, je crois que c'est 1869, 6 ou 9. Et à partir de là, tout au long du fin 19e et tout au long du 20e siècle, Paris a été le point de départ de plus d'une centaine de courses. Voilà, donc de Paris, on a fait des courses en allant partout, à peu près partout, entre 200 et 400 et 400 kilomètres, voire un peu plus. Et là, je parle que des courses d'un jour, hein, des courses vraiment sur une journée. Et en fait, je me suis interrogé sur cette matière, en fait, en me disant que je trouvais ça en tant que cycliste parisien, qu'il y avait quelque chose que je trouvais intéressant dans le fait de se dire qu'en fait qu'on était quelque part un peu les héritiers de tous les coureurs génération après génération qui avaient participé à ces courses-là. À partir du moment où on roulait en chevreuse dans le Vexin, partout en fait autour de Paris, en fait on peut virtuellement on croisait la route de ces cyclistes-là. Et en fait, je me suis dit que pour un bouquin, c'était peut-être une matière peut-être un peu trop étroite, en fait, un peu trop niche, et que ça n'avait pas forcément le pouvoir d'intéresser des millions de gens. Mais ce qui m'est venu, en fait, c'est plutôt un truc autour du partage, en fait, hein, avec cette idée qu'en fait, si on était un peu les héritiers, un peu symboliquement de ces gens-là, qu'il y avait peut-être quelque chose à imaginer. Et écoute, assez naturellement, ce qui m'est venu, c'est l'idée d'en faire plutôt des événements, en fait, des événements consistant en tout cas, à faire du vélo et donc à faire du vélo un peu sur les traces de ces anciens parcours-là. Alors, du coup, je suis pas très branché sur le vélo. Enfin, c'est pas trop ma culture, le vintage, du coup, j'ai plutôt essayé de réfléchir en me disant qu'il y avait peut-être une forme à trouver qui soit à la fois qui parle de ce patrimoine historique, mais qui parle en fait aux cyclistes d'aujourd'hui, par rapport sur tous les plans, que ce soit en termes de matos, que ce soit en termes aussi de mode de vie, hein, de toutes les contraintes, les possibilités qu'on a aujourd'hui quand on fait du vélo. Et ce qui m'est venu en fait, c'est un format qui est le format en fait du Classic Challenge. Alors, je passe peut-être sur quelques détails, mais où en fait une fois par mois on propose, en tout cas on invite notre communauté, donc comme voilà, plus de 6000 membres à date, on les invite en fait à faire un parcours qui s'inspire d'une course historique. Et on est sur des parcours qui on s'adresse jusqu'à aujourd'hui plutôt au haut de la pyramide des cyclistes, parce qu'on est sur des parcours qui vont d'une centaine de kilomètres les mois d'hiver, décembre et janvier, à plus de 200 l'été. Et donc, en tout cas au départ, vraiment le parti pris, c'était de revisiter en fait un parcours, donc le Paris-Rouen, le fameux Paris-Rouen qui a été la première course de vélo dans l'histoire. On l'a revisité nous. Alors évidemment, on a retravaillé. La première course en ligne, attention, Oui, c'est ça. C'est une course c'était une course sur une journée. Voilà, une course sur une journée en partant de Paris pour aller à Rouen.
Donc en 1869, les coureurs qui ont participé à la course, ils l'ont fait dans la journée. Donc de la même manière, on fait ces parcours, on fait des parcours à la journée, mais évidemment on ne suit pas les parcours un peu historiques des courses en question parce que les routes ont énormément changé. Et au contraire, nous on s'attache à créer des parcours donc avec un cahier des charges qui est assez précis sur le fait de n'avoir que des routes à très très faible circulation. On va chercher des routes assez insolites avec du paysage, avec toujours un peu de la difficulté pour pimenter les choses et pour produire en fait une expérience de vélo sur une journée qui soit la plus riche, la plus top possible. Et par rapport, tu vois, à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, pour démontrer que sur une journée, quand tu pars d'un point A et que tu vas à un point B, tu produis en fait un voyage, une espèce de micro, c'est déjà un peu plus que micro, mais un vrai voyage parce que tous les 30 kilomètres, le paysage change, qu'on passe de plateaux, dans des forêts, dans des vallées, on a des bosses, on a des éléments de patrimoine qu'on découvre au détour d'un virage, et donc voilà, et donc ça fait 4 ans que ça dure, enfin on est dans la 4e saison, et nonobstant la crise du Covid, qui forcément a pour le coup mis un peu tout en stand-by au niveau des événements sportifs, mais en tout cas on a une communauté qui continue de se développer, qui est hyper enthousiaste. Et alors justement, ouais. on va en parler de ce fameux Covid, mais juste pour revenir sur quelque chose que tu viens de dire, c'est vrai que moi tu m'avais contacté au tout début du projet, avant même le premier Classic Challenge, et c'est vrai que la chose qui m'avait marqué moi, c'est le soin avec lequel tu avais tracé les itinéraires, et c'est vraiment quelque chose qui a fait votre succès. Et puis maintenant, même en parler avec les gens qui ont déjà participé, c'est vrai que les maps, comme on dit, sont hyper léchées. Et si vous connaissez pas les Classic Challenge, moi je vous encourage c'est pas pour faire de la pub pour te faire de la pub, hein, François, mais vraiment à essayer à participer à une édition. C'est une expérience garantie, quoi. Ouais, ça, les retours qu'on a, effectivement, montrent que c'est du zéro risque effectivement sur les parcours. Du coup, ça t'oblige à faire énormément de reconnaissance, ce genre de. Tu en fais un par mois environ, hein, c'est ça? Non, c'est pas environ, c'est un par mois. En fait, ouais. C'est un par mois. Oui, c'est une grosse partie c'est une partie importante du boulot, hein, effectivement. Tout le travail de map, de partir d'une idée, de partir d'une destination, d'une réflexion sur la façon dont on va chercher, et puis une fois qu'on a posé une première, en tout cas une première trace, c'est 1, 2, 3 passages à vélo, alors toujours à vélo, et avant de trouver la bonne formule, Alors, et bon, du coup c'est important que je cite Romain Beauvillard qui depuis un bon moment maintenant est le mappeur en chef du Classic Challenge. Donc c'est vrai que c'est ça, cette partie du boulot, c'est Romain qui la prend largement en charge. Moi, je suis plus un sparring partner, c'est-à-dire que je fais les recos, je fais vraiment les recos, une grosse partie des recos avec lui, et c'est aussi une grosse partie plaisir de ce projet-là, hein. C'est que ça nous fait faire pas mal de bornes au fil de l'année, et toujours avec à l'esprit le fait que en fait on va emmener des gens sur cette trace-là, donc il y a quelque chose d'assez fort dans le fait qu'on cherche pour la communauté. Et c'est vrai que quand on a les retours après chaque classique, ou lorsque les gens les font d'une manière autonome, c'est vrai qu'on reçoit un nombre de messages de remerciements qui est parce que tu fournis les itinéraires pour
pour ceux qui auraient envie de les faire à d'autres moments? Ouais, alors comme je te disais, en fait, il y avait une volonté d'essayer d'être assez moderne dans à pas mal de niveaux. Donc on crée des parcours. Les parcours sont créés à 100%. Et le Classic Challenge, à partir du moment où donc les membres, donc les gens qui s'inscrivent sur notre site gratuitement, donc font partie de la communauté, donc sont les membres du Classic Challenge. Et chaque mois, donc lorsque le parcours, le nouveau challenge est révélé, donc le parcours est mis en partage et chacun a la possibilité de faire son challenge, donc d'aller rouler ce parcours-là, soit en groupe, à une date qui est indiquée, qui est vraiment une date de rendez-vous où les gens vont rouler en groupe et par groupe d'allure. En tout cas, ils vont partir par groupe d'allure de manière à ce que chacun puisse le plus possible, ou chacun et chacune puisse trouver le groupe qui lui convient en termes de niveau. Mais par contre, si pour plein de raisons on n'est pas disponible ou parce que on préfère le faire soit tout seul, soit avec des gens, on a tout à fait la liberté de réaliser ces challenges à une date, à une autre date et d'une autre manière. Donc il y a une volonté en tout cas de liberté dans le programme qui était en tout cas, je pense qu'on. Ça c'est intéressant. Ça veut dire que c'est vraiment ouvert à tous les niveaux, quoi. Si aujourd'hui tu as un doute, tu te dis ouais, je fais du vélo un petit peu le week-end, mais est-ce que je vais arriver à suivre? Parce que j'imagine tu vas nous le dire, mais il y a énormément de participants. Bah tu as des niveaux comme ça. Ouais. Oui. Alors du coup, on a des groupes d'allure qui font que effectivement on a un spectre de niveaux qui est important. Donc il y a pas de en tout cas la barrière à l'entrée aujourd'hui, parce qu'on parle, on pourra parler peut-être de l'avenir, mais aujourd'hui la barrière à l'entrée c'est de en tout cas de faire les kilomètres qui sont au programme. Mais avec ces groupes d'allure, en fait, au départ, on a vraiment la possibilité de le faire à son allure. Et donc, ce qui nous a permis, et on le voit à chaque challenge, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'embarquer des profils de cyclistes qui vont vraiment de cyclosportifs costauds, vraiment très costauds, très costauds devant. Hein. Sur le premier groupe, ça roule vraiment très très fort et vraiment on a des gens qui sont qui trouvent leur plaisir dans une pratique quand même pour le coup poussée et avec des moyennes qui ramènent des moyennes vraiment élevées, où on est vraiment sur du cyclosport assez pur et dur. Et puis plus on va aller dans les groupes suivants qui vont être plus lents, plus on va avoir des approches un peu plus cyclotouristes et avec des gens qui vont être vraiment dans une idée de randonnée et surtout qui vont rouler avec des gens à leur niveau. Donc du coup il y en a pour tout le monde sur un même parcours. Et en même temps c'est ça aussi qui est assez chouette, c'est de se dire qu'au final tout le monde a fait le même parcours. Donc notre idée de communauté en fait elle est réelle dans le fait que quelle que soit la moyenne qu'on ramène, en fait on a quand même fait son challenge. Alors, et du coup, en plus, cerise sur le gâteau, c'est gratuit. Écoute, de toute façon, ça va le rester. Après, puisque tu me lances sur le sujet, il y a quand même un enjeu pour le Classic Challenge de façon à faire perdurer le concept et à le développer en termes d'économie et de modèle économique. Pour l'instant, toute l'économie en fait du Classic se repose sur les sponsors, les partenariats. Donc avec quand même cette capacité à convaincre et avoir convaincu des marques de premier plan donc en tout cas cette saison nos partenaires, je vais les citer si tu me permets, nos partenaires sont Decathlon avec les marques Triban et Van Rysel, Garmin, les casques laser, donc à date aujourd'hui vraiment les ressources du Classic Challenge ce sont les sponsors et il y a une réflexion, en tout cas j'anime une réflexion pour la suite
qui consiste à travailler aussi sur le modèle économique de manière à assurer la pérennité et le développement du concept. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la base du CC doit et restera gratuite parce que c'est comme ça qu'on s'est construit. Et puis c'est aussi notre signature. On a une signature qui était liberté, gratuité, fraternité. Et bon, on est là sur l'ADN et les valeurs essentielles du classique. Et ça, on veut clairement pas y toucher. Alors, tu as parlé rapidement tout à l'heure du Covid. J'imagine que le Covid ou la Covid a donné un sacré tacle à ton projet parce que quand on regarde le calendrier des Classic Challenge, on voit qu'il y en a au moins 4 qui ont sauté. Quelle est la perspective pour toi par rapport à ça? Comment t'as pu passer cette période? Alors écoute, pas trop mal, pas trop mal. On a la chance d'avoir un concept assez agile et une production assez légère. Donc c'est vrai que dans une période où tout a été mis à l'arrêt, c'est vrai que nous on a des coûts de structure qui sont suffisamment légers pour avoir été en tout cas ne pas être mis en danger par la situation. J'étais ce matin moi sur les sites notamment des fédérations pour essayer du coup ce qui est un peu compliqué c'est encore maintenant jour après vraiment au quotidien d'essayer de comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire quand on est pour le coup on est vraiment organisateur d'événements même si on est un peu léger en termes de structure, agile, qu'on a un concept innovant, etc. Néanmoins, on souscrit pleinement à toutes les obligations qui sont celles d'un organisateur de manifestations sportives. En France, on peut pas organiser un rassemblement, une manifestation, ce qu'on appelle une manifestation sportive. Enfin, il y a un code du sport qui impose tout un certain nombre de choses. Donc on est vraiment une organisation, une société d'organisation d'événements. Donc tous les jours, on essaie de regarder là ce qui est possible et ce qu'on va avoir le droit de faire ou pas de faire. Mais bon, le fait est, pour revenir à la situation, on a en tout cas la chance que nos partenaires, du coup, sont des gens bien. Donc c'est vrai que la situation elle s'est imposée à tout le monde un peu de la même manière. Donc quatre événements qui ont sauté. Il y a rien pour nous, il y a rien de dramatique. Dès qu'on va pouvoir reprendre, on va reprendre le fil de nos événements et puis voire même ça c'est une partie des choses sur lesquelles moi j'ai travaillé justement pendant la Covid, d'imaginer quand même la suite et un peu le nouveau cycle du Classic Challenge. Mais voilà, il y a pas péril en la demeure. On fait avec les événements en attendant que les choses reviennent le plus possible à la normale. Et du coup, tu nous parlais, tu as entrouvert une porte là. Tu nous disais pour l'avenir peut-être qu'il y aura des évolutions. Quel est l'avenir du Classic Challenge? Alors j'ai peut-être pas révélé trop, tous les secrets d'un coup, mais en tout cas, ce sont mes envies. Un scoop. Ouais, je vais te parler de mes envies. Mes envies, c'est. Rigole. Ouais, mais mes envies, c'est poursuivre la dynamique qui se poursuit, qui s'est même poursuivie pendant la Covid et l'arrêt, puisque la communauté, une communauté qui est extrêmement fidèle, engagée. Concernés, dès que on a pu refaire du vélo, alors il y a eu la période des 100 km, etc., mais là, du coup tous les parcours des Classic Challenge qui existent
ont été réinvestis par des centaines et des centaines et des centaines de cyclistes qui nous ont remerciés, qui continuent en tout cas d'y prendre du plaisir. Donc l'idée c'est c'est d'accompagner cette communauté vers un peu une espèce de V2, hein, donc de penser quand même des évolutions qui sont naturelles et qui font que on garde l'envie, qu'on ait l'impression de faire un peu évoluer les choses comme et en fait ça passe par j'ai une espèce d'un peu de mots-clés moi dans la tête qui est un peu une idée d'élargissement. Donc comme tu l'as peut-être vu, on a commencé à implémenter le concept à Lille, donc avec les copains de la communauté lilloise. Il y a pas mal de demandes et ton podcast me donne aussi la possibilité d'ouvrir en tout cas la possibilité en tout cas à d'autres villes de s'appuyer sur le concept et d'organiser les choses. Donc s'il y a des gens que ça peut intéresser de prendre contact avec moi, donc qu'ils le fassent bien volontiers. Donc élargissement en tout cas en termes de territoire. Et puis c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui on a vraiment tracé un sillon sur un format d'événement qui est donc ces formats qui sont plutôt route, plutôt assez quand même conséquents en termes de kilomètres. C'est vrai que je me dis qu'il y a en tout cas des choses en tout cas qu'on est légitime aujourd'hui à proposer, alors à la fois qui peuvent permettre d'embarquer peut-être des cyclistes que les distances actuelles effraient peut-être un petit peu. Je pense que la première barrière à l'entrée aujourd'hui du Classic Challenge, c'est les distances et c'est le niveau. Donc de se dire que dans toute la masse des gens qui sont en train de se mettre au vélo, du coup grâce à la Covid, ou en tout cas dans la période actuelle, dans cette masse-là, il y a les gens vont suivre un peu le parcours qu'on a suivi nous, hein, c'est-à-dire qu'on se met au vélo, puis après on a envie de sortir un peu de la ville, on a envie d'aller, et puis plus on va loin, plus on a envie d'aller un peu plus loin. Donc en tout cas que notre communauté, ce qu'on a construit en termes d'identité, j'allais dire presque un peu de marque aujourd'hui, je pense qu'on est légitime pour faire des propositions à un public encore élargi, pour faire des propositions où je pense que de temps en temps, pourquoi pas aller aussi sur nos pratiques autres que la route, gravel, bikepacking, tout ce que tu connais. On a une partie on a une partie de la communauté la plus expérimentée qui est déjà très pratiquante, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis je pense qu'en tout cas il y en a plein de choses à faire, Tu n'as pas encore mis les doigts dans la prise, toi. Je m'explique, t'as pas encore lancé de classique Electric Challenge. Non, mais par contre, on a déjà posé quand même un élément, c'est qu'on interdit, quelqu'un qui viendrait avec un électrique, avec un VAE, en tout cas, on s'est dit qu'on voyait pas sous quel motif, en tout cas, on pourrait l'empêcher de faire son Classic Challenge. Donc on est VAE welcome. Alors on pousse pas parce que surtout avec écrit sur son fronton liberté, gratuité, fraternité. Ouais, tu vois, ouais, bien sûr. Donc je t'avoue que je me vois pas faire. Je pense que l'idée de faire un Classic Challenge réservé au VAE me parle pas trop. Mais par contre, à l'inverse, on n'est pas excluant. Donc à partir du moment où ça concourt à la promotion du vélo, que les gens ont envie de partager quelque chose, on est un espace de liberté. Alors du coup, j'en profite, j'ai une question que je meurs d'envie de te poser, même si elle a aucun rapport avec notre podcast. C'est que qu'est-ce que tu penses toi puis parce qu'on a parlé un petit peu de linguistique tout à l'heure, et puis j'ai la chance d'avoir un auteur invité à mon podcast. Qu'est-ce que tu penses de cette appellation vélo musculaire, qui moi personnellement je pense c'est pas très beau. Je la trouve hors de sens, quoi. Ouais, c'est pas très beau. Je t'avoue que j'ai pas réfléchi à la question, mais c'est pas très heureux. C'est pas très heureux. Surtout que, d'autant plus que le vélo électrique, de ce que j'en comprends,
n'est pas un objet qui supprime l'effort, donc et qui supprime la sollicitation musculaire. Donc bon, ça peut peut-être être amélioré. Moi, j'ai souvent des petits blocages comme ça, et celui-ci, dès que je l'entends, ça m'hérisse les poils. Non, pour moi, il y a les vélos et les vélos à assistance électrique, et les vélos sans assistance, si on veut. Je sais pas, mais déjà musculaire, je crois pas que ce soit très français de dire vélo musculaire. Enfin bon, bref, je sais pas si je laisserai cette question, je voulais te la poser. De mon point de vue, tu peux la laisser. Ok, bon, ça lancera peut-être un débat, hein, qui sait. Bon, bah du coup, écoute, on a quand même bien fait le tour. Est-ce que tu veux toucher un mot sur le Grand Tour Paris? Oui, eh ben bien volontiers. Donc le Grand Tour Paris, qui est une initiative que j'ai prise avec notamment Jean-Christophe Savignoni, qui est une personnalité bien connue dans le monde des courses notamment, et des courses VTT, parce que Jean-Christophe a été champion de France et d'Europe de VTT, donc une pointure. Et puis Jean-Christophe, on s'est rencontrés quand il était en charge du Paris Bike Festival, donc d'un festival, salon festival vélo, qui avait été organisé il y a 3 ans, je crois, à Paris, sur l'hippodrome de Longchamp. Et puis on a bien fité, et ça c'est toujours le cas. Et donc j'avais fait part à Jean-Christophe d'une idée de toujours dans cet ancrage local que j'essaye de cultiver au travers de mes actions, de se dire que le territoire du Grand Paris, de l'Île-de-France, en tout cas, est riche et permet d'imaginer plein de choses, et on a travaillé on a abouti sur l'idée d'un événement qui s'appelle Grand Tour Paris, et qui prend la forme d'une boucle assez costaud de 500 km autour de Paris, donc toujours à une 50-60 km du centre de Paris, qui passe par Chantilly, par Rambouillet, par Fontainebleau, avec donc des étapes de quasiment un peu moins de 200 km chacune, et une version ultra. Donc c'est un événement qu'on a lancé l'année dernière, donc en 2018, donc qui a connu une première édition très sympa, avec déjà pas mal de monde, et puis en dépit nous, du fait qu'on essuyait un peu les plâtres de l'organisation d'un premier événement, c'est traduit par des gens très contents et très sympas, et donc avec pas mal de promesses. Il se trouve que si tu n'es pas au courant, que cette année a eu lieu la Covid, et que donc l'événement il devait avoir lieu au mois de mai, et bon, on a choisi de se projeter sur 2021 et donc de l'annuler cette année, en se disant que c'était beaucoup de boulot d'organiser un événement, et il y avait tellement d'incertitudes, en tout cas au mois de mars, qu'on s'est dit que c'était beaucoup plus simple pour nous de le reporter en 2021 plutôt que. Donc là, pour qu'on comprenne bien par rapport au Classic Challenge, là on est plutôt dans le domaine de la compétition, hein, même si je crois pas que. Non. Alors, il y a vraiment une espèce de familiarité en termes d'esprit. C'est du dépassement, de l'engagement, mais il n'y a pas de classement. Donc il y a rien à gagner en termes à arriver premier ou. Donc de ce point de vue-là, alors c'est costaud, parce que du coup qu'on le fasse en 3 étapes ou qu'on le fasse en ultra, c'est déjà des bonnes distances, mais c'est le même équilibre en fait, en se disant moi du coup pour 2 raisons, hein, la vraie compétition, du coup c'est pas ma culture, et d'un côté, et puis d'un autre point de vue, c'est pas du tout les mêmes obligations en termes d'organisation. Donc c'est vrai que moi je me trouve bien dans ces formats où on est dans du sport, on est dans ce qui est proposé, ça demande un peu d'engagement, et puis ça demande de l'effort, mais en fait on va plutôt promouvoir le partage, le plaisir, la convivialité que la compétition, et le fait de vouloir
passer devant l'autre, quoi. Donc on se tire gentiment la bourre, mais la compétition, on va la chercher ailleurs, hein. Bon, c'est ça qui est chouette, hein, c'est qu'au Classic Challenge, on a des compétiteurs qui viennent, mais quand ils viennent faire un Classic Challenge, c'est pour eux, c'est plus, on va dire, c'est plus histoire de faire des bornes à un très bon rythme, hein, pour ceux qui roulent dans les premiers groupes, mais plutôt comme une préparation à d'autres objectifs. Mais Grand Tour Paris ou Classic Challenge, voilà, c'est pas des compètes. D'accord. Et avec tout ça, tu trouves encore le temps de faire du vélo? Écoute, parce que j'ai l'impression que ça t'occupe beaucoup tout ça. Oui, bah du coup, c'est vrai que Classics, ça a cette vertu qu'à travers toutes les reconnaissances que de fait, ça me fait faire en tout cas du vélo régulièrement. C'est vrai que cette saison, pour reparler de la Covid, c'est vrai que cette saison, il se trouve que comme j'ai beaucoup de choses à faire, c'est vrai que je m'accorde un peu une saison sans trop d'objectifs personnels en termes de participation à des événements ou de vraiment de voyage ou de sortie personnelle. Je fais du vélo vraiment là pour le plaisir, sans plus de challenge. Et mais tu as raison, hein, c'est quand même c'est vrai que c'est quand même un point de vigilance. Quand je te parlais d'équilibre et de priorité, c'est de pas se laisser trop piéger justement à pas pouvoir rouler ne serait-ce que pour le plaisir. Et les voyages à vélo, tu as continué ou Écoute, les voyages voyage initiatique, puis tu nous as parlé d'Italie. C'est quelque chose que tu fais toujours aujourd'hui? Je fais des maps là en ce moment. Entre-temps, j'ai avec ma chérie, on a un petit garçon de 21 mois. Donc je t'avouerai que là, sur les mois passés, puis sur les quelques mois qui viennent, que c'est pas la priorité. Vraiment, là, j'ai une vraie priorité aujourd'hui sur le Classic Challenge que j'ai vraiment envie de développer, de partager avec un nombre de gens encore plus important. Donc je dirais moi dans mon équilibre, c'est Classic Challenge là vraiment en numéro 1, et puis les projets liés au vélo, en tout cas de bouquins, de presse en deux, et notamment en tout cas lorsque le magazine 200 me propose, Alain, de temps en temps, me propose de l'accompagner sur un reportage, ça c'est des choses que je vais faire bien volontiers. Là, les grands projets de voyage perso, pour l'instant, ça vient un petit peu un peu en dessous en termes de prio. D'accord, écoute, on a bien compris. On arrive à... Non, mais oui, mais quand on voit effectivement tout ce que tu as produit là depuis depuis le début de l'interview, c'est vrai qu'on voit quand même que tu es un gros bosseur. Donc on comprend tout à fait que tu puisses pas arriver à ces objectifs-là sans te mettre des priorités. Surtout ces objectifs de qualité que tu te donnes, hein, parce que tous tes projets sont très bien ficelés, les livres sont magnifiques, même la com autour du Classic Challenge est très belle, hein. C'est Mathieu qui te l'a faite? L'identité, c'est Mathieu, ouais. Ah, mais oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ce plaisir d'avoir un petit écosystème d'artisans, de grands talents, avec qui sont cyclistes. Évidemment qu'ils sont cyclistes, hein, si tu penses à Mathieu, mais en termes de photos, c'est ça aussi qui donne une cohérence, et puis aussi un plaisir à faire ensemble, hein. On sait de quoi on parle, et c'est pas choisi pour rien. Bon, super. Comme à tous mes invités, j'ai laissé le mot de la fin. Donc là, je pense qu'on est pas loin de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais partager avec les auditeurs? Je te laisse la parole. En tout cas, c'est toujours l'exercice un peu difficile. Je vais partager à bientôt, j'espère, hein, que ce soit à Paris, à Lille et sans doute ailleurs, notamment sur les Classic Challenge, avec peut-être en tout cas de nouvelles propositions. Ça va être le moment teasing, hein, pour continuer
tout cas de fédérer des cyclistes toujours différents et de faire grandir cette communauté et puis globalement pour contribuer à donner envie aux gens de faire du vélo parce que voilà, au-delà de nos projets et de nos intérêts, nos objectifs un peu personnels, l'intérêt commun, c'est vraiment que de plus en plus de gens fassent du vélo, que ce soit en ville, et puis et qu'ils aient envie, pour une partie en tout cas, d'en sortir. En tout cas, c'est un mot de la fin que je partage complètement. Amen. C'est une vision que je partage complètement. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Écoute, merci beaucoup à toi, Laurent. C'était comme toujours un grand plaisir d'échanger avec toi. Et c'est toujours avec tristesse que je conclus ces podcasts parce qu'à chaque fois on a envie de parler plus longtemps. Alors comme toujours, si vous avez aimé le podcast, vous pouvez vous abonner. Je vous invite à vous abonner, à mettre des étoiles, à laisser des commentaires. Surtout laisser des commentaires, moi ça me fait très plaisir. Chaque fois que je reçois un commentaire sur ton podcast, vous pouvez retrouver François évidemment sur classic-challenge.cc principalement. François, est-ce qu'il y a d'autres canaux sur lesquels on peut te connecter? C'est le canal principal, c'est le canal historique. C'est le canal Oula, attention, sujet sensible, surtout quand on s'appelle Paoletti. C'était le clin d'œil. Ok, super. À très bientôt. Maintenant, j'ai pris un rythme de 2 semaines parce que ça me prenait beaucoup de temps et avec la promo du livre, c'est pas toujours simple à mener. Et bravo pour tes podcasts. Merci beaucoup. À très bientôt tout le monde. Au revoir.